Bienvenue sur la chaîne Duodécime. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série, ce nouveau podcast YouTube consacré à l'histoire et à la philosophie de l'astrologie et des sciences sacrées et des sagesses anciennes. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors dans ce premier épisode, nous allons parler des nœuds lunaires, comme vous avez pu le voir sur le titre. Les nœuds lunaires vont être notre porte d'accès à nous, notre porte d'entrée à ce monde initiatique, cette voie plus discrète qui se cache derrière notre pratique de l'astrologie. Et je vous propose aujourd'hui de revenir sur l'histoire de l'utilisation des nœuds lunaires dans l'astrologie, dans la science d'Uranie, comme l'appellent certains, euh, même si au demeurant je n'aime pas trop cette appellation. Nous allons regarder ensemble qu'est-ce qui se cache derrière ces nœuds lunaires que l'on connaît si bien aujourd'hui, dont on entend tant et tant parler, notamment avec l'avènement de l'astrologie karmique et les études sur le transgénérationnel, sur la transmigration des âmes, mais aussi sur le côté plus folklorique et parfois plus risible de certaines interprétations que on peut trouver sur le net concernant cette fameuse dimension au nom ô combien galvaudé de karmique. Alors, pour commencer, il faut déjà se demander d'où nous viennent ces nœuds, quel est le fondement de leur utilisation, comment sont-ils apparus dans la pratique astrologique. Et à ce sujet, beaucoup ont des certitudes, et je l'entends souvent, je le vois souvent, et il m'apparaît intéressant aujourd'hui de remettre peut-être certains fondements en place, et c'est le seul objectif que je me suis fixé, et de vous ouvrir aussi à ce qu'il y a peut-être de façon un peu moins visible derrière l'astrologie et qui est cette façon d'avancer initiatique dans l'existence. Alors les nœuds lunaires, on les connaît, hein, ce sont ces formes de fer à cheval que l'on trouve sur le thème natal. Et nous allons parler de l'axe des nœuds lunaires, et vous avez vu dans le titre que je parle de la Lune au Soleil et au-delà. Vous comprendrez à la fin de cet épisode pourquoi les choses sont dites ainsi et dans cet ordre, et pas dans un autre. Mais avant d'en arriver là, on va comprendre ensemble, on va s'aventurer ensemble dans l'histoire de ces points du ciel qui sont des points en fait qui regroupent euh, tout un tas de fantasmes, et on va essayer de mettre de côté ce qui n'est peu ou pas utilisé, voire complètement inventé, pour garder ce que la tradition et ce que le fond des âges a pu nous livrer, sachant quand même que beaucoup d'informations ont été perdues, et nombre d'entre vous, je le sais, connaissent cette notion que les cultes à mystère nous ont légué finalement que très peu d'informations. Et nous avons perdu beaucoup le sens des initiations, et ces nœuds y sont évidemment reliés. Cependant, il nous est toujours possible de travailler à partir de ceci, et notamment dans le cadre de ce que nous venons accomplir dans cette existence. Les nœuds lunaires, contrairement à la croyance populaire et à la chose fréquemment répandue sur Internet, ne sont pas des points qui ont été immédiatement inclus dans l'astrologie par la voie indienne. Ils ont une importance dans l'astrologie indienne. Loin de moi l'idée de me prétendre spécialiste évidemment du Jyotish, hein. Ce n'est pas mon cœur de métier, mais il faudra bien en parler un petit peu pour pouvoir retracer cette histoire des nœuds. Toutefois,
c'est pas dans cette direction que nous devons chercher si on veut en retrouver l'origine de l'utilisation. D'abord, qu'est-ce que les nœuds lunaires? Comment euh, les définir? Et à quoi est-ce qu'ils renvoient? Alors, les nœuds lunaires sont des points du ciel, de notre observation du ciel au sens du cosmos, qui marquent l'endroit où la course de la Lune opère une rencontre avec la course apparente du Soleil, c'est-à-dire cette trajectoire que dessine le Soleil virtuellement, fictivement, dans notre voûte céleste, et ce dû à la rotation de la Terre sur elle-même. Ce point d'intersection entre l'orbite de la Lune, la course de la Lune et celle du Soleil nous donne ce qu'on appelle les nœuds. Il y en a deux, un nœud dit ascendant, que l'on connaît plus sous le nom de nœud nord en astrologie, et un nœud dit descendant, que l'on retrouve le plus souvent sous l'appellation nœud sud dans l'astrologie. Et je vais vous proposer, au travers de schémas notamment, de comprendre déjà ce premier point pour qu'on puisse savoir d'où l'on parle et de quoi nous parlons, évidemment. Ces nœuds lunaires, on va les observer dans quelques instants sur une carte que j'ai dessinée pour l'occasion. Et ils ont à bien des égards des choses intéressantes, déjà rien que dans leur cyclicité, à nous livrer. Et je commencerai sans doute par là. Après, bien sûr, vous avoir montré ce premier schéma qui va permettre un peu de poser dans notre tête les choses, poser une image, poser un référentiel visuel nous permettant de savoir de quoi l'on parle et d'où l'on parle. Alors voilà le schéma que je vous propose. Vous avez donc les deux ellipses, l'une formée par la Lune autour de la Terre, qui est au centre du schéma, et puis l'écliptique, qui est en fait la course, encore une fois, apparente du Soleil. Le Soleil, lui, n'est pas en mouvement autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour de notre étoile, mais la Terre tournant sur elle-même dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est le sens inverse de celui du zodiaque, la Terre nous propose chaque jour un lever et un coucher des différents astres, et donc parmi ceux-ci du principal d'entre tous, notre Soleil. Cette course, c'est le déplacement, lorsqu'on observe la voûte céleste du Soleil au cours de l'année. C'est ce qui nous a permis de créer des calendriers, des saisons, des solstices et des équinoxes. Sur le schéma, vous retrouvez ces deux ellipses. Le schéma n'a pas de vocation à être à l'échelle, hein. Simplement il vous montre ces deux courses et vous constatez qu'à l'endroit où s'interceptent les deux ellipses se trouvent les nœuds, qu'on appelle le nœud ascendant, ou nœud nord ou boréal, et le nœud sud ou austral. Donc en fait, ce sont les endroits où la Lune va couper l'écliptique, et lorsqu'elle passe par le nœud nord, lorsqu'elle croise le nœud nord, ce qu'elle fait une fois toutes ces par révolution en fait autour de notre astre, par révolution synodique, eh bien elle est dans une posture où elle est dans une latitude qu'on appelle latitude nord, et lorsqu'elle coupe le nœud sud, lorsqu'elle passe par le nœud sud, elle redescend dans une latitude sud avec cet écart par rapport à l'écliptique, qu'on évalue à 5 degrés 14 minutes aujourd'hui, mais qui est parfois noté dans les ouvrages un peu plus anciens à 5 degrés et 8 minutes d'arc. Je vous ai mis les deux valeurs. Et elle va donc s'éloigner, soit vers le sud, soit vers le nord, de cette mesure. Lorsqu'elle est sur les nœuds, elle est évidemment dans une latitude nulle, à 0 degré. Vous savez que lorsque la Lune ou le Soleil, d'ailleurs, s'approche des nœuds, à moins de 13 degrés, cette fois-ci de longitude, nous observons les éclipses. Ce schéma, gardez-le
bien en tête, je vous le remontrerai tout à l'heure, il a fallu du temps pour que nous puissions aujourd'hui l'observer, le comprendre. Et cette connaissance-là ne nous est pas parvenue immédiatement. Je reviens à moi, sur moi, pour vous parler un petit peu des origines de ce point. Vous savez que plusieurs théories ont été émises quant à la façon dont les astres pouvaient se mouvoir dans le ciel, et que ce soit la théorie des épicycles repris par Ptolémée au 1er siècle, ou d'autres théories qui ont suivi, ou bien même des petits prémices de ce que pouvait être la connaissance de ces sphères célestes qu'on imaginait imbriquées les unes dans les autres. Dans tous les cas, il n'a pas été immédiatement évident de se rendre compte qu'il y avait des points dans le ciel qui nous permettaient de déterminer le moment où aller s'occulter, c'est-à-dire se masquer, pour une partie des gens sur la Terre, les astres que nous avons l'habitude de voir, que ce soit la Lune ou le Soleil. C'est d'abord la recherche des moments où se produit ce phénomène céleste qui va amener les êtres intéressés, chargés du ciel, les prêtres notamment, à établir un certain nombre d'hypothèses et de calendriers et de calculs, et les progrès de la science mathématique vont aider en cela. Et il faut remonter dans le fond des âges pour trouver des traces de ces derniers. Alors, l'astrologie, l'astronomie, tout ça était quelque chose de non dissocié au départ. On observait le ciel pour essayer d'entrer en communication avec cette dimension supérieure de l'être qu'on peut appeler le monde des dieux, ou le monde des messages des dieux, ou les messagers des dieux, tout dépend à quel courant de pensée on va se rattacher. Mais globalement, on trouve des traces, pour les plus anciennes, on va retrouver des traces chez Dorothée ou Dorotheus de Sidon, qui va nous parler notamment de ces nœuds lunaires. Dorotheus de Sidon, dont l'œuvre ou l'ouvrage s'appelle le Carmen Astrologicum. Alors je vais vous montrer voilà les ouvrages que vous pouvez avoir aujourd'hui. Alors il y a deux ouvrages qui nous sont parvenus. Celui que vous voyez au premier plan et la dernière traduction qui a été faite par Benjamin Dykes assez récemment, dans la deuxième décennie des années 2000. Et puis on a un travail antérieur qui a été fait par David Pingree et puis James Holden aussi, qui nous permet d'avoir des traductions des tablettes sur lesquelles on retrouve le corpus qu'avait proposé Dorotheus de Sidon. Pour le situer, Dorotheus de Sidon, c'est quelqu'un qui, grosso modo, vivait aux alentours des années 50. Voilà, donc on est dans le 1er siècle après Jésus-Christ. Mais on a peu d'informations en réalité sur son existence. La deuxième trace qu'on va trouver de l'utilisation en astrologie des nœuds lunaires nous vient d'un autre astrologue qu'on appelle Rhétorius l'Égyptien. Et je mets également l'ouvrage qui est disponible en anglais, la traduction de son compendium en fait, qui est une synthèse. Plus exactement, c'est un résumé, mais auquel on a ajouté une part en fait qui est propre à Rhétorius. Alors pareil, Rhétorius, la difficulté c'est de savoir qu'est-ce qu'il a réellement écrit là-dedans et à quoi on doit exactement les textes qui lui sont attribués, à qui on doit les textes qui lui sont attribués. Rhétorius, on sait qu'il a vécu entre le 6e et le 7e siècle après Jésus-Christ, et lui aussi nous parle des nœuds lunaires, sans pour autant nous donner beaucoup de raisons sur la façon dont on les emploie, la façon dont on va les utiliser. Il faudra attendre un petit peu plus tard pour avoir
des informations à ce sujet. Mais déjà, ça vous permet de poser quelques informations euh, concernant la datation de ces choses-là. Ça, c'est pour la partie symbolique, qui était en tout cas considérée par la science de l'époque, qui ne faisait pas de distinction entre la mesure, l'astronomie et le logos, l'astrologie, et donc le sens que pouvaient avoir les choses qu'on observait dans la voûte céleste. Ce sont les deux traces les plus anciennes qu'on va pouvoir rattacher à notre astrologie dite occidentale, et le nom est assez mal choisi puisque au départ elle provient toute à peu près de la même région du monde que sont la Mésopotamie. Si ce sont des choses qu'on trouve à l'intérieur, évidemment, d'un corpus qui a un but astrologique, on a des traces par contre astronomiques antérieures, notamment vous connaissez Bérose, pour ceux qui ont suivi il y a quelque temps les cours gratuits que j'avais mis à disposition sur le précédent euh, site de cours en ligne via Teacheasy sur l'histoire de l'astrologie. C'était un cours totalement gratuit que vous pouviez suivre. Vous avez sûrement lu donc l'histoire de Bérose. Bérose, en fait, c'est quelqu'un qui euh, est bien antérieur aux deux personnages que nous venons de citer, qui a vécu à peu près au IVe siècle avant Jésus-Christ. En gros, en tout cas, les traces les plus précoces que l'on trouve, c'est moins 340. Bérose parle déjà de quelque chose qu'on appelle le cycle de Saros. Et le cycle de Saros, en fait, c'est aujourd'hui, pour ceux qui aiment l'astronomie, utilisé comme appellation depuis un monsieur qu'on appelle Halley, qui a donné son nom à la comète. Euh, c'est le cycle qui est utilisé pour prédire la façon dont les éclipses se reproduisent à un même endroit donné, observable à un même endroit donné. Et donc, ce cycle de Saros, en fait, eh bien, on en trouve une trace donc, dans des écrits antiques. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en réalité, il sera établi au XVIIIe siècle que c'est une erreur de traduction qui a amené notamment Halley à appeler ça le cycle de Saros, à considérer que le cycle de Saros de la prédiction des éclipses était déjà considéré ou utilisé par nos lointains ancêtres. En réalité, il n'en était rien, il s'agissait plutôt d'une cyclicité de 222 à 223 révolutions synodiques de la Lune, et qui était beaucoup plus liée au culte et aux religieux et à des choses dont on a perdu la trace pour partie. Toutefois, on sait que c'est dans une encyclopédie grecque qu'on appelle le Saouda du 9e siècle, dont on retrouve la trace de ce terme, que Halley est allé piocher et a dit voilà, on connaissait le cycle de Saros, on savait prédire les éclipses, etc. On n'a pas réellement de certitude à ce point-là. On sait qu'il y a des traces mentionnant les éclipses, mais on ne sait pas si il y avait de réels catalogues ou de réelles conservations de la périodicité de ces dernières. Et encore moins, évidemment, de lecture interprétative attachée à celle-ci. La seule chose qu'on peut dire, c'est que la disparition, le fait d'amenuiser la lumière, de voir disparaître la lumière, va donner une connotation un peu particulière à cette logique de l'éclipse, et donc à ce point qui va être attaché aux éclipses, qui est le point que vous avez vu tout à l'heure, qui sont ce qu'on appelle l'axe nodal des nœuds lunaires, l'axe du dragon, mais n'était pas appelé comme ça, et notamment le fait que la lumière disparaît, on va avoir une idée d'amenuisement, d'affaiblissement des choses, et donc une certaine image négative ou maléfique qui vont orner ces deux points. Toutefois, on n'a pas de traces réellement précises à ce sujet. Il faut attendre un petit peu plus tard, et globalement, c'est entre le 3e et le 6e siècle qu'on va pouvoir commencer à trouver des traces de l'utilisation symbolique de ces nœuds
dans la lecture de ce que les dieux peuvent nous laisser voir au travers du cosmos, qu'on appelle les causes secondaires notamment. Et c'est là qu'il faut aller jeter un œil assez rapide du côté de l'Inde, et je vais bien évidemment vous détailler cela aussi. Alors pourquoi il est difficile, voire compliqué d'établir en fait une chronologie de l'utilisation de ces nœuds. Et avant d'entrer dans la part dont je vais vous parler, qui est moins connue de ces derniers, eh bien, c'est parce que l'astrologie n'a pas suivi une évolution linéaire, en tout cas dans ce qu'on a pu retracer de façon historique. Le- il faut voir que à partir on va dire du 6e siècle à peu près, pour le dire comme ça, euh, l'empereur Justinien, l'empereur romain, donc on est 200 ans, on est en 530 à peu près, donc 200 ans après que Constantin ait érigé la religion chrétienne comme religion d'État de l'Empire romain pour en éviter l'effondrement. euh, Justinien va décider du sort, va sceller le sort en fait de l'astrologie et des croyances anciennes en les interdisant, en les bannissant, en fermant les temples. Et globalement, la seule trace qu'on avait avant, c'est ce que je vous disais, c'était Rhétorius qui, aux alentours de 500 probablement, avait compilé des informations et avait parlé de ce nœud, tout au moins de ce qu'on appelle le nœud nord aujourd'hui, hein, lunaire nord. Et il avait noté notamment ces notions d'éclipse, et pour lui c'était attaché à quelque chose d'affaiblissant, puisque la lumière venait à décroître. Hein, l'éclipse n'était pas forcément totale, et donc il y avait déjà cette notion du fait que aux alentours de ce déplacement de ce point dans l'espace, il y avait quelque chose de contraire à l'idée de la puissance de vie. Mais on n'a pas beaucoup d'autres traces et c'est assez difficile de se faire une idée sur la pratique et encore plus sur la pratique de l'utilisation de ce point-là et voire de l'axe du dragon dans l'horoscopie individuelle parce que le premier, le premier horoscope individuel qu'on retrouve date de moins 300 quelque chose, en gros le 4e siècle avant Jésus-Christ. Et on va retrouver certains où seront marqués euh, le nœud nord, mais on n'a pas d'utilisation de ce dernier. On ne sait pas ce qu'on en fait et pourquoi on l'utilise et pourquoi on le marque. Alors c'est là qu'il faut aller regarder du côté de nos amis de l'Inde et on va prendre un auteur qui est l'un des auteurs peut-être le plus connu. Je vous l'affiche, c'est Varamihira, vous m'excuserez en termes de prononciation, je ne suis pas spécialiste encore une fois du Jyotisha, mais cet auteur vit aux alentours du 6e siècle après Jésus-Christ et il va écrire un canon fait de 5 livres qu'on appelle un Pentateuch, hein, comme pour la Bible, hein, 5 livres, donc 5 canons, à l'intérieur desquels il va définir un certain nombre de choses, dont des lois qui sont des lois mathématiques et astronomiques, et qu'il va appliquer aussi à la divination. Je vous passe les noms indiens qui sont autour de ça, et il va également permettre en fait de donner un certain nombre de techniques pour pouvoir calculer aussi hein, des éphémérides. Et c'est la première trace écrite en sanskrit et qui aura été traduite qu'on va trouver euh, où les nœuds sont utilisés comme point d'observation et amenés petit à petit dans la pratique astrologique, mais dans la pratique astrologique plutôt du côté indienne, donc vous savez que ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon, et surtout du principe du côté du zodiaque sidéral, c'est-à-dire qu'on va utiliser principalement le déplacement des planètes et des luminaires face aux grandes constellations. Cet auteur est un auteur très important pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie indienne. Euh, Ses ouvrages et ses traductions nous ont permis de remonter et de comprendre s'il y avait déjà une utilisation telle que nous, on la comprend aujourd'hui, c'est-à-dire le côté
Est-ce qu'il y a un lien avec la réincarnation? Vous savez que c'est l'une des choses qui est au centre de la croyance euh, religieuse indienne. Et force est de constater que ceux qui sont allés étudier sur place, notamment dans les années 60-70, et notamment venant des États-Unis, n'ont pas trouvé immédiatement de lien entre ce qu'on voit dans les logiciels aujourd'hui comme étant Raoult et Ketu, reliés à ces deux nœuds. Je parle là bien sûr de ce qui nous vient de l'Antiquité tardive. C'est-à-dire qu'en fait, le nœud nord et le nœud sud, bah, ils ne sont pas directement rattachés à ces deux entités que sont Raoult et Ketu. Celui dont on trouve le plus de traces, c'est Raoult, parce que la mythologie qui l'entoure parle d'une décapitation nécessaire parce qu'il aurait bu le nectar sacré après le barattage du ciel. Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire, et en conséquence de quoi il est décapité. Et dans un combat divin, peu importe. En tout cas, c'est la première notion de l'idée de tête. Euh, Tête du dragon, tête Raoult va être attachée au nœud nord, et on trouve dans les temples qui sont dédiés aux divinités indiennes qu'il faut évidemment ménager, hein, les gras qu'il faut ménager, c'est-à-dire les planètes. On va trouver à côté de celle-ci la tête de Raoult représentée dans certains temples. Et donc on commence à avoir une idée euh, qu'il y aurait une intrication en fait entre ce nœud nord et cette divinité qui est liée en fait à la disparition d'un certain nombre de choses, à un côté, voilà, c'est pas un être plutôt agréable à fréquenter, hein. Raoult, c'est plutôt quelqu'un qui est vu comme un démon, pour le dire assez vite. Quant à Ketu, qu'on va retrouver dans certains logiciels comme étant l'appellation originale du nœud sud, eh bien c'est la même chose. Ketu, ça veut dire la comète. Au départ, on n'a pas réellement de lien qui relie ce point avec le nœud sud que vous avez vu tout à l'heure de la Lune. Ce qui veut dire que globalement, on n'est pas certain que l'idée du karma avec une mémoire du nœud sud qui aurait nos anciennes vies et notre avenir, hein, devant nous, le dharma dans le nœud nord serait contenu dans la symbolique des nœuds et notamment dans la symbolique de Raoult et Ketu. Ça, c'est quelque chose de tardif. Et quand je dis tardif, c'est quelque chose qui vient avec le XXe siècle. Alors, la difficulté quand on parle de l'astrologie indienne, c'est que nombre d'écoles sont en fait des écoles qui viennent par lignage, en fait, hein, par transmission, parfois familiale, à l'intérieur de castes, et donc tout n'est pas écrit et beaucoup de choses sont souvent verbales. Donc on a peu de documentation remontant assez loin. Ce qui est sûr, c'est que on a un auteur qui s'appelle Al-Biruni, que vous connaissez aussi, qui est un auteur ouzbek, hein, qui vient c'est l'Iran, c'est la Perse, c'est l'Ouzbékistan, la Perse qui va prendre le relais après, après cette, on va dire cette volonté de d'éradiquer l'astrologie qu'a eu l'empereur Justinien. Et donc je vous montre Al-Biruni. Al-Biruni a écrit quelque chose sur l'histoire de l'Inde, et cet ouvrage en fait atteste la connaissance des nœuds lunaires présents dans l'astrologie indienne, et notamment le rattachement de Raoult à ce nœud nord. Hein, Al-Biruni, c'est un auteur majeur dans la transmission de l'astrologie et des connaissances qui viennent du monde helléniste et du monde chaldéen, babylonien avant celui-ci, helléniste ensuite, romain, puis indien, et enfin transmis par le Moyen-Âge de langue arabe. C'est un pont vital pour nous dans la quête de compréhension des outils astrologiques que nous avons aujourd'hui. Al-Biruni, pour vous le situer, il vit entre le 10e, enfin il vit en gros entre 973 et 1150. On n'a pas de traces suffisamment sûres pour pouvoir définir son existence. Voilà en tout cas un auteur important dont on a des traces. Voilà un extrait de ses ouvrages où il reprend notamment des éléments d'astronomie. Hein. C'est pas seulement un astrologue, c'est un astronome, un mathématicien, bref, c'est un grand savant de l'époque.
Je me permets de vous montrer notamment un extrait de cet ouvrage qu'il consacre à l'histoire de l'Inde et aux connaissances de l'Inde, qu'il essaye de ramener dans le giron des connaissances euh, de l'époque, des savants de l'époque, de cette grande domination euh, qui va aller jusqu'à la Grande Cordoue, jusqu'au XIIe et XIIIe siècle. Alors quand est-ce qu'on découvre, ou quand est-ce qu'on commence à parler de cette histoire de karma, de dharma avec les nœuds? À quel moment finalement est-ce qu'on introduit cette notion dans notre astrologie occidentale? Eh bien, il y a plusieurs transitions qui vont se faire, mais la première, c'est celle évidemment plus tardive, médiévale, et ensuite à la Renaissance, où on va redécouvrir un certain nombre de textes et aussi redécouvrir un certain nombre de pratiques initiatiques. Et on va commencer à mélanger, ou plus exactement à imprégner l'astrologie de pratiques initiatiques, et notamment en lien avec certains cultes à mystère oubliés depuis bien longtemps, remontant à l'orphisme ou au mitraïsme sous l'Empire romain. Et c'est là que finalement s'appuie la racine de l'interprétation de ces nœuds. Alors, avant d'aller dans cette connaissance, dont je vais vous livrer juste quelques petites clés de lecture, il y a plus près de nous des gens qui se sont intéressés via la théosophie. Vous avez déjà entendu parler de ce mot. La théosophie, Helena Blavatsky, avec cette grande polémique autour de l'occultisme du 19e siècle et les théosophes. Est-ce la théosophie originelle? Est-ce une théosophie qui elle-même s'est pervertie avec une pratique occulte nimbée de superstitions et de croyances telle qu'on la connaît au 19e siècle? C'est quand même par cette voie-là que va débarquer dans notre astrologie occidentale la notion de vie antérieure, de karma et ce rattachement à l'axe des nœuds. L'auteur bien connu qui va en parler en premier lieu, c'est Dan Rudyard, dont je vous parle souvent. En 1936, Dan Rudyard publie un livre qui s'appelle L'astrologie de la personnalité, et il a comme ambition de révolutionner un peu cette astrologie en introduisant plus exactement dans la lecture astrologique la lecture très en vogue à l'époque jungienne de la psychologie analytique. Et donc il va créer ce qu'il appelle une astrologie humaniste, et il va revisiter un certain nombre de mythes fondateurs, et notamment les mythes en provenance de l'Inde, et notamment cette notion du karma et du dharma, et tout ce qui tourne autour de tout ça, et il va s'intéresser particulièrement aux nœuds lunaires. Il va publier dans les années qui suivent un autre ouvrage qu'on trouve qui s'appelle The Planetary and Lunar Nodes. Donc ces extraits-là sont encore disponibles sur le fond Rudyard en anglais d'ailleurs. On retrouve des informations sur comment il a appréhendé l'axe des nœuds dans sa logique, dans le fait que la transcendance était la quête derrière l'astrologie. Je vous en ai un peu parlé lors du dernier live, et évidemment les nœuds ont toute leur place dans cette logique-là. Mais le rattachement direct avec une tradition qui serait séculaire ou multiséculaire n'est pas établi. Comme je viens de vous l'expliquer, c'est plutôt par association entre, d'un côté, certaines sociétés discrètes ou secrètes, les principes de la théosophie s'appuyant eux-mêmes sur l'hermétisme et la transmission de ces derniers, et puis tout un ensemble de savoirs, et puis en allant piocher dans l'utilisation, cette fois-ci du XXe et du XIXe siècle, des nœuds lunaires dans l'astrologie indienne, où là on va retrouver Rahu et Ketu associés aux nœuds, mais cette fois-ci on n'est plus en train de se poser la question de l'origine de ces éléments, simplement on récupère et on amalgame avec notre propre astrologie les choses, et donc l'axe des nœuds va prendre la coloration qu'on lui connaît aujourd'hui de destin karmique, enfermant nos mémoires du passé et nos mémoires du futur, comme on peut l'entendre,
un peu d'une façon simplifiée à outrance, malheureusement, et parfois confuse. Rudyard n'est pas le seul à s'intéresser à ce sujet, il va continuer jusqu'à sa mort, jusque dans les années 80, et dans les années 70, il y a un autre homme dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Martin Schulman, qui va publier un livre qui s'appelle Les nœuds de la Lune et la réincarnation, et qui va amener du neuf, là aussi, dans cette dimension karmique de l'astrologie. Il va détailler un certain nombre de principes qu'il aura lui-même observés. Il les démontre peu au travers de cartes, mais il les observe et force est de constater que les astrologues qui se sont servis de ces écrits ont trouvé une pertinence à ces derniers. On reste avec cette astrologie-là, qui toujours dans la veine humaniste, on reste dans la logique de destin visant à sortir du cycle de la réincarnation, tout ça étant bien sûr imprégné de ce qui nous venait de l'Inde, l'Inde étant bien sûr le grand endroit à la mode. Évidemment, vous avez tous en tête les ashrams des années 70, 80, cette grande vague de gens qui s'intéressent à ce qui se passe du côté de l'Inde, Sri Aurobindo, Mer, etc. Il ne s'agit pas ici de juger, il s'agit simplement de comprendre comment s'est fait la passerelle. Et les nœuds, petit à petit, deviennent l'utilisation qu'on leur connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un marqueur karmique de notre existence, avec des ouvrages plus ou moins inspirés, plus ou moins intéressants. Là, je vous montre ceux qui n'ont plus de preuves à faire. Et aujourd'hui, plus personne ne se pose la question quant à la légitimité de l'utilisation des nœuds lunaires comme étant des indicateurs de nos vies passées et de nos vies futures. C'est pas si simple que cela. Évidemment, sinon je ne ferais pas cette vidéo. Et je vous propose de le regarder sous un angle un petit peu différent, maintenant qu'on a fait cette petite rétrospective dans le temps, et de comprendre ce qu'il y a de plus, peut-être de moins connu derrière cet axe des nœuds, et qui change un petit peu de l'approche que vous avez peut-être de ces derniers. Vous avez tous en tête l'utilisation des nœuds et de leur cycle. Donc je vous rappelle que les nœuds, en fait, circulent dans le sens rétrograde autour du zodiaque. Ils sont mus à une vitesse que on pourrait définir ainsi, tous les 18 ans et 7 mois, à peu près tous les 19 ans en gros, ils reviennent à leur position initiale, ils marquent ainsi 3 cycles importants, voire 4 cycles importants dans les grandes existences, et tous les 9 ans, il y a un alignement inversé entre ces deux nœuds, et évidemment, c'est des moments de bilan, je vous en ai déjà parlé, mais qu'est-ce que ça signifie au fond pour nous que ces nœuds lunaires, et au-delà de toutes les analogies qu'on a pu entendre, 18 ans, ça représente les 18 respirations que fait un être humain par minute, au même titre qu'on a utilisé les pulsions sanguines, les 72 pulsions sanguines moyennes d'un adulte, équivalent aux 72 ans que met le point vernal pour reculer d'1 degré. On a fait comme ça tout un certain nombre d'analogies avec le cycle des nœuds. Mais qu'est-ce que ça nous dit? De quoi ça nous parle fondamentalement? Pour ça, il faut revenir, et je vous fais cette fois-ci un retour en arrière, encore une fois, à la notion pour les anciens, pour l'Antiquité grecque, et même avant, de ce qu'était la Lune et le Soleil. Alors, je vais vous remontrer le schéma pour que vous puissiez apprécier ce dont on parle. Vous avez 3 éléments, 3 facteurs qui vont entrer en jeu. Le premier, c'est évidemment le Soleil, le second, c'est la Lune, et le troisième, qui n'est pas présent sur ce schéma, ce sont le reste des planètes qui orbitent autour du Soleil. L'être humain, dans son parcours d'incarnation, va être confronté à quelque chose qu'on appelle la dualité. Et les nœuds lunaires vont symboliser cette dualité, ce dualisme. Si on remonte à l'époque platonicienne et même
présocratique, on va retrouver des traces de cette considération. Parfois certains les font remonter donc même aux pythagoriciens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui nous est donné à la naissance, c'est le monde de la Lune. Le monde de la Lune, c'est le monde manifesté. C'est le monde corruptible. C'est le monde, en fait, où s'exerce la puissance de ce qu'on appelle la substance. La substance, pour le définir assez rapidement, c'est cet état, énergie, c'est difficile à le résumer, euh, qui fait partie du grand tout. Mais vous savez que le grand tout, ce grand tout, cette force supérieure dont on ne peut parler puisqu'on ne peut la décrire, elle a deux natures. Et c'est la dualité, le dualisme qu'on va retrouver. Donc la Lune va représenter la substance, le Soleil va représenter l'essence. Et donc, à l'endroit des nœuds se croisent ces deux réalités. Le monde lunaire, tout ce qui appartient au monde lunaire est ce que Platon a appelé le monde sublunaire, qui est le monde des éléments. Je vous rappelle que le monde des éléments, c'est le feu, l'air, la terre et l'eau, dans l'ordre. Ce monde est corruptible, c'est-à-dire qu'il est malléable et transformable. C'est le monde dans lequel nous opérons, c'est celui dans lequel tout est manifesté. Et puis, il y a donc ce monde de l'essence, qui est le monde solaire, et qui, lui, ne nous est pas donné. Il est à conquérir. C'est un monde qui doit se révéler à nous. Mais pour qu'il se révèle à nous, il faut que l'être, celui qui se met en chemin, tant sur le plan peut-être de l'alchimie, d'ailleurs, que de on va dire, l'élévation spirituelle, il faut que cet être qui se met en chemin se verticalise pour retourner vers la lumière primordiale du soleil. Le monde lunaire et tout ce qui appartient au monde lunaire, tout ce qui est manifesté, est un monde dans lequel les choses ne nous poussent pas à nous rattacher à notre source, à accomplir l'origine, comme le disait Paracels. C'est un monde de différenciation. C'est un monde où les choses essayent d'exister pour elles-mêmes. C'est pour ça qu'on parle de puissance. En fait, le monde lunaire, c'est le monde où chacun tente de participer en tant que représentant de la substance. Et donc, c'est le monde de l'écho. À côté de ça, on va poser des actes, on l'appelle comme ça le monde des actes, qui est le monde solaire. Et c'est ce qui, en chacun de nous, fait que l'on participe de l'essence. Mais dans l'esprit des initiés, les actes sont des choses que l'on ne pose pas comme on souhaite, puisque on appartient au monde lunaire et l'interpénétration du monde lunaire et du monde solaire ne va pas de soi. Il ne nous est pas donné. Il est marqué dans notre thème par ce lieu de rencontre que sont les nœuds, comme vous le voyez à l'écran. L'endroit où s'interceptent ces deux courses, l'écliptique et l'orbite de la Lune, sont des portes d'accès en réalité entre le monde lunaire et le monde solaire. C'est donc une voie privilégiée plus qu'un axe. Un auteur qui s'appelle Georges Rucher va même définir cela comme un couloir, à la fois centrifuge et centripète, à l'intérieur duquel il nous faut lutter, combattre, pour aller du monde lunaire vers le monde solaire. L'être, nous tous, nous sommes la résultante, en fait, d'une interaction indissociable entre ces deux choses qu'il y a à l'intérieur de la création, que sont l'essence et la substance. L'essence va être du côté des formes, et en ça je vous renvoie aux idées platoniciennes, et ça appartient au monde solaire. C'est en fait ce qui va inspirer à Jung l'idée des archétypes, des grands archétypes qui sont des formes vides et dont on ne perçoit que la manifestation dans le monde lunaire.
Et vous voyez d'où les auteurs comme Dan Rudyard ou plus tard Martin Schulman et d'autres sont allés puiser pour aller rendre préhensibles ces notions. Et en réalité, le monde de la Lune, c'est le monde de la matière, c'est le monde de tout ce qui est. La seule chose qu'il va nous être demandé, c'est d'être capable de traverser ce monde lunaire, de le comprendre, de le dépasser, de le verticaliser. Vous comprendrez donc ainsi pourquoi la Lune a une importance dans le signe du Cancer en regardant vers le Capricorne, car il s'agit d'un acte de verticalisation pour s'élever vers le Soleil. Mais dans l'astrologie et dans son sens initiatique, rien ne nous est donné à la base à part le monde lunaire et le monde des éléments. La Lune, tous les 28 jours, synthétise les énergies, les impacts, les influences des corps célestes se promenant, des corps errants, les planètes, ainsi que des étoiles fixes, présentes dans chaque signe tropique du zodiaque et les synthétise dans ce monde corruptible qu'est le monde sublunaire. Et donc nous devons nous travailler à nous protéger de ces influences-là pour les repousser, pour éviter qu'elles influent sur nous-mêmes. C'est en ça qu'on trouve un pont avec l'astrologie indienne où justement on essaie de garder par des rituels sous contrôle la colère des dieux et des démons. Et on va considérer que l'axe des nœuds en fait est un couloir de travail de notre partie la plus divine, la plus solaire, celle qui ne nous est pas donnée, celle qu'il nous faut révéler. Et en cela, nous devons composer avec les signes qui sont à l'intérieur de cet axe des nœuds et nous devons composer également avec les planètes. J'y reviendrai peut-être dans de futurs épisodes. En tous les cas, la seule chose que l'on possède, c'est ce qui nous est donné par la Lune. Et pour savoir sur quel chemin on se trouve, on va regarder la latitude lunaire. La latitude lunaire, c'est ce schéma que je vous montre là, que vous pouvez voir à l'écran. C'est en fait cet écart de 5 degrés 8 ou 5 degrés 14 minutes qu'il y a entre la partie boréale et australe dans la course de la Lune, c'est-à-dire lorsqu'elle est au-dessus, quand elle franchit l'écliptique, elle passe au-dessus de cette course apparente du Soleil, la Lune est dans une démarche qui incite l'être à entrer dans une quête profonde d'élévation, à quitter le monde des sens, des émotions et le monde purement humain en réalité de ce qu'on appelle le monde de la chute, pour aller retourner vers ce monde solaire d'un absolu où l'ego n'a rien à faire puisque du côté du Soleil, on est dans le retour à l'origine. Alors que lorsque la Lune passe le nœud sud, ou se rapproche de ce dernier, sa latitude devient sud, et on se retrouve dans une configuration où on est plus dans un monde de romantisme d'écorché vif, où les sens sont démultipliés, l'expérience humaine et vivante est démultipliée. Vous comprendrez alors pourquoi souvent il apparaît plus facile pour certains êtres de tirer profit de la logique du monde ici-bas. On tire profit de la logique du monde ici-bas parce que on est plus adapté à utiliser ce qui nous est proposé ici, c'est-à-dire le monde de la matière, ce qui nous est donné. On n'a pas à chercher en nous la révélation du Soleil. La position de la Lune va nous indiquer cela. C'est le fond de cette vidéo. Vous pourrez trouver ça, et je vous l'expliquerai lors d'un live, sur des sites gratuits comme Astrodinst, où vous pouvez avoir tout simplement sur le tableau de données qui est gratuit en PDF, la latitude de la Lune, et vous verrez qu'elle est soit nord, soit sud, et vous saurez à quelle catégorie vous appartenez, sur quelle position, en quel point de départ vous vous situez sur une quête initiatique. Évidemment, plus on est du côté de la latitude nord, plus on a de chances de se mettre en mouvement. La latitude sud prédisposant évidemment à de grandes choses dans notre monde, mais pas forcément à celle de retour vers le Soleil.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que du point de vue initiatique, avant de pouvoir parler des planètes et de les utiliser et de comprendre ce qu'elles ont à nous apporter, il faut déjà être capable de s'approprier le monde solaire. Pour ça, évidemment, ça va vous déboussoler par rapport à la lecture classique. Évidemment qu'on peut lire le thème de tout à chacun avec l'ensemble des planètes. Toutefois, c'est le prisme lunaire qui va constamment et tous les 28 jours réactualiser l'ensemble de ces informations tant qu'on est prisonnier du couloir de l'axe des nœuds. Il faut faire ce travail de retour vers le soleil avant de pouvoir dépasser cette notion simplement égotique et prendre en considération l'intégralité de son thème. Et c'est en cela que l'axe des nœuds est quelque chose de fondamental dans la quête de l'individu. Et que rien qu'en regardant un thème de naissance, on sait déjà où se situe l'être. Dans cette volonté de retourner à une certaine origine, accomplir l'origine, c'est se permettre de croître en conscience et de passer à ce qu'on appelle le transsolaire, c'est-à-dire utiliser les planètes qu'il y a autour de l'orbite du Soleil. Pour cela, je vais vous remettre le schéma que je vous ai présenté. Vous voyez qu'on parle aussi de l'apogée et du périgée de la Lune, qui sont à rapprocher de ces idées de la Lune noire. Et vous comprenez aussi, au travers de ce que je suis en train de vous dire, pourquoi est-ce que dans l'astrologie moderne, on est allé chercher cette croix de la Lune noire comme étant un soubassement métaphysique de l'être? En réalité, c'est parce que ces points du cercle de l'orbite de la Lune présentent des limites à partir duquel la Lune va repasser dans une démarche de redescendre vers le sud ou de remonter vers la latitude nord, c'est-à-dire vers le nœud nord, et donc de retrouver une passerelle vers ce monde solaire. Et elle a tout son mot à dire, cette croix de la Lune noire, par rapport à la croix des nœuds, parce que c'est ce qui nous montre ce qu'il y a devant nous et les obstacles qui y sont. On parlera notamment, dans de futurs épisodes, des planètes qui peuvent être conjointes aux nœuds et des difficultés qu'elles représentent, et aussi de ce que c'est que les astres noirs et la Lune noire, et cette notion d'apogée et de périgée. Beaucoup de choses sont à dire, mais je voulais vous faire cette petite mise en bouche, cette introduction, pour que vous compreniez qu'au-delà de tout ce qu'on peut entendre, rabâcher comme étant des termes un peu passe-partout, karma, dharma, tout ça n'a finalement pas grand sens si on ne comprend pas d'où viennent ces informations et si on ne sait pas les replacer dans la logique d'utilisation astrologique. Alors aujourd'hui, on va vous dire que la valeur d'un nœud nord, c'est une valeur d'accroissement, c'est une valeur jupitérienne. Cela nous vient de la tradition médiévale, puisqu'il y a un accroissement. Par définition, tout ce qui est boréal, tout ce qui va aller vers le septentrion accroît, et tout ce qui va aller vers le côté austral, méridional, décroît. Mais ce n'est pas suffisant pour comprendre ce qu'est l'axe des nœuds. Et je voulais vous en parler de cette façon, vous amener sur la piste, sur ce jeu de pistes de la compréhension d'où viennent les outils que vous utilisez au quotidien, avant d'employer des mots, des grands mots comme karma, dharma, rahu, ketu, et que sais-je encore, sur la piste de la réincarnation. Vous voyez que beaucoup d'informations sont encore à utiliser, déployer, découvrir. Alors, je terminerai cet épisode en vous parlant assez rapidement d'une notion qui nous vient aussi des sciences sacrées, qu'est l'alchimie. Vous savez que dans la science sacrée, il y a donc 3 branches, l'astrologie, l'alchimie et la théurgie ou la magie. Et l'alchimie aussi se place du côté de l'axe des nœuds. Tout ce qui est du côté de ces nœuds, on va parler d'un principe alchimique qu'on appelle le solve et le coagula. Et on va retrouver rattaché à cette notion de solve et de coagula la notion des nœuds lunaires. Solve et coagula, ces 2 termes que vous connaissez bien en alchimie, peuvent se rattacher à ce monde qu'on appelle lunaire, qui va être évidemment le coagula, c'est-à-dire
le fait d'agréger les choses, de rendre les choses dures, de rendre les choses impénétrables à la lumière. C'est le monde de la matière, c'est le monde de l'obscurantisme, c'est le monde qui nous renvoie au mythe de la caverne de Platon où nous ne percevons que les ombres et nous sommes éloignés de la source lumineuse première. Alors que le solve est du côté de l'essence, évidemment. Et le solve, évidemment, c'est du côté du monde solaire, c'est-à-dire de ce côté où ce qu'on croit être nous, l'ego, celui qu'on cherche à dissoudre dans la quête initiatique, justement disparaît au profit de sa participation par, par sa réalité même, par sa verticalisation dans le monde de la substance. Il arrive à se retrouver au monde solaire et donc il se dissout, il retourne au grand tout pour participer à cette grande et unique manifestation. Là aussi, il faudrait travailler sur les notions gnostiques qui se rattachent à cette vision du monde. Disons que, et pour conclure, il y a dans l'idée derrière les nœuds 3 temps. Le premier temps est le monde lunaire, qu'on pourrait appeler le monde primaire, de la primarité de réaction, c'est-à-dire que c'est ce premier état. La secondarité appartient au monde solaire, c'est-à-dire la capacité à prendre un recul, une distance. C'est le monde de la forme, des idées originelles, des archétypes, à contrario du monde de la matière. Et enfin, la tertiarité reviendrait à ce monde qu'on appelle transsolaire, qui serait le monde des planètes, qui lui-même toucherait de près ces grands archétypes qui, au-delà des expériences vécues et voire des grands mythes, les mythes appartenant au monde solaire, seraient cette force pure que sont les messages ou les causes secondaires. On pourrait dire les dieux, mais derrière les dieux, il y a la grande cause. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le démiurge, ou ce que, par exemple, les francs-maçons appellent le grand architecte de l'univers, c'est-à-dire cette force primordiale, originelle, qui a donné l'essence à cette dualité, ce dualisme que l'astrologie va représenter sous forme du monde lunaire et de son monde sublunaire corruptible et du monde solaire. Et au milieu de tout ça, il y a l'ensemble de la manifestation. Donc finalement, on pourrait dire que nous sommes éminemment dans un monde yin, dans un monde féminin, où nous recevons, et qu'il faut tendre vers le yang. Il n'y a là-dedans aucune notion de genre entre le masculin et le féminin, c'est simplement la notion de polarité qu'il faut retenir. Et bien comprendre que dans le yin et le yang, il n'y a pas d'antériorité de l'un par rapport à l'autre. Les deux sont entremêlés, simplement il faut retrouver la voie du yang en s'appuyant sur son yin. C'est une introduction assez générale que je vous ai fait là, mais j'espère avoir aiguisé votre appétit, votre soif de connaissance. On a cité nombre d'auteurs, nombre d'astrologues, nombre de scientifiques, nombre de personnes qui remontent à l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et tous se sont penchés sur cette dualité et l'astrologie est un pont à l'intérieur de ça. Et nous sommes à l'intérieur de notre propre couloir des nœuds, tout à chacun, dans cette quête de retour vers l'essence, à partir de la substance, c'est-à-dire du monde lunaire. Et pour cela, il nous faut affronter les forces centrifuges et centripètes du couloir des nœuds. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Haut Décime. Prenez soin de vous. Ciao.